Voici une émission de lettres. Proposée par l'Université d'Aix-Marseille 1. Promenade dans l'univers de quelques romans novateurs du XXe siècle. Aujourd'hui, Marguerite Duras, le vice-consul, 3e partie. Livre second, l'histoire de la mendiante. Par Madeleine Borgomano. Nous allons donc maintenant nous intéresser de plus près à la partie initiale du vice-consul, celle qui reproduit le livre de Peter Morgan, l'histoire de la mendiante. Rappelez-vous que nous nommons pour la commodité et conformément au texte livre, le livre englobé, inclus celui écrit par Peter Morgan, et roman, le texte englobant le livre de Marguerite Duras. Le livre donc de Peter Morgan nous est donné coupé très nettement puisqu'il y a changement de narrateur et de monde en deux parties. La première, de la page 9 à la page 28, la deuxième, de la page 51 à la page 71, deux fois une vingtaine de pages. Le livre de Peter Morgan occupe donc un cinquième environ du roman de Marguerite Duras. C'est beaucoup. En l'analysant, il ne faut jamais oublier ce que nous avons constaté sur son énonciation et son écriture. L'organisation est à plusieurs niveaux. Un auteur, modèle, tient la plume et écrit le vice-consul. C'est une femme, Marguerite Duras, dont c'est un nom de plume, un pseudonyme. Elle laisse la parole à un narrateur très peu déterminé, car il reste anonyme, neutre, feignant une froideur objective comme l'objectif d'une caméra. Ce narrateur, à son tour, après seulement 4 mots, cède la plume à un de ses personnages à qui il donne le rôle d'écrivain. Cet écrivain, qui lui a un nom, Peter Morgan, va à son tour céder la parole, parfois en tout cas souvent le point de vue, à son personnage, la mendiante. Le système fonctionne donc en cascade ou en emboîtement. Il faut toujours le garder à l'esprit car il conditionne et complique l'interprétation. En effet, qui parle finalement dans ces pages ? Quelle est la position de l'auteur modèle, comme dit Wicot, à travers tous ces relais ? Je vous rappelle, si vous avez des difficultés avec cette question essentielle, que vous devez vous reporter au texte de Genette, dans Figure 3, Discours du récit, La voix, niveau narratif, et au livre de Umberto Eco, 6 promenades, en particulier au chapitre 1, Entrée dans le bois. Observons maintenant la construction de ce livre second, l'histoire de la mendiante. La subdivision en 2 parties est très nette. Ces 2 parties enferment un passage sur le monde de Peter Morgan et du vice-consul. La première partie est encore subdivisée en 2 par un blanc et une page tournée, page 23-24. Les 2 grandes parties correspondent à des moments différents dans la marche de la mendiante. Nous nous attacherons donc d'abord à ce texte sous son aspect spatial. Comment est construit l'espace de la mendiante ? Le texte de ce livre, envisagé dans son ensemble, raconte en effet une marche. Nous le savons dès le 2e mot du roman. Et il est facile de repérer la récurrence très forte du verbe marcher ou de ses équivalents. Le voyage, en donnant à ce mot son sens le plus large, déplacement dans l'espace, est un thème, au sens de sujet, romanesque extrêmement banal. Les sémioticiens, analystes du récit, ont d'ailleurs résumé l'impulsion qui anime tout le récit par le mot « quête », pas toujours à prendre au sens propre, bien sûr. La quête du héros d'un récit est motivée, provoquée par la demande d'un destinateur, qui peut être un personnage d'autorité, père, roi, etc. C'est la recherche d'un objet investi d'une valeur par le destinateur. Nous avons vu dès l'incipit que la quête de la mendiante était paradoxale. Le destinateur, sa mère, lui avait ordonné de se perdre. La perte, y compris de soi, devient alors l'objet de cette quête. C'est en même temps une négation de l'objet qui devrait être un objet de désir et une négation de la quête qui devient en fait quête de rien. Il est possible de suivre la progression de la perte tout au long du texte. L'enfant qu'elle porte mange son corps, page 18. Ses cheveux tombent, page 17-18. Elle abandonne son enfant. Elle perd la possibilité de communiquer, donc la parole, la mémoire et la raison, page 70. Ces caractères déterminent le voyage de la mendiante et en font une errance incohérente.
Le thème du voyage se trouve à la fois utilisé et mis en crise, déconstruit, et le récit lui-même qui devient une non-quête, une quête de la perte, à la fois un récit et un non-récit, un récit autocontradictoire, selon le terme de Umberto Eco, par exemple, page 140. Voyons comment se passe cette déconstruction. Dans la première partie, au début de son périple, la mendiante suit un itinéraire orienté et désorienté à la fois, ou plutôt orienté selon des directions contradictoires. Nous avons vu cela en lisant la première page, l'incipit. L'ordre reçu « se perdre » contredit le désir puissant de revenir. « Je suis trop petite encore, je reviendrai » page 10. Cette contradiction affole la boussole, fait perdre le nord et même perdre la tête. Le début du livre revient sans cesse sur cette question d'orientation. Page 11. Les paroles du père ont indiqué une direction de substitution, la plaine des oiseaux. Elle ne demande pas encore la direction. Page 11, encore, l'autre rive. Si elle la rejoignait, commencerait-elle à se perdre? Toujours page 11. Une autre parole du père offre une autre direction. Le père a dit un jour que si on suivait le Tonlé Sap, on ne se perdrait jamais, que tôt ou tard, on retrouverait ce qu'il baigne sur ses rives. Les paroles du père, on le voit, sont en contradiction avec celles de la mère. Il indique des directions pour ne pas se perdre, conforme en cela à l'image symbolique du père, autorité qui donne le sens. Mais le père de la mendiante se contente de parler et n'agit pas. Page 12. N'a-t-elle pas marché davantage avant de trouver le fleuve qu'elle n'a marché en le suivant pour trouver le nord? Le dernier paragraphe de la page 12 peut ainsi paraître obscur avec ses directions qui se mêlent et se contredisent. D'abord, elle demande la direction de la plaine des oiseaux, obéissant ainsi au père. Mais elle se dit que lorsqu'elle la connaîtra, elle ira dans la direction contraire à celle-là, ce qui serait donc se perdre, comme l'ordonne la mère. Puis elle cherche l'autre façon de se perdre, remonter vers le nord, dépasser son village. Ceci est une sorte de compromis, revenir mais dépasser. Page 13, sa première marche était hypocrite. Hypocrite donc double, en apparence obéissante à l'ordre cruel de la mère, en réalité conforme à son désir profond de revenir, revoir cette maigre, la mère, comme il est écrit page 65. Revoir cette femme entre toutes la plus méchante qu'elle ait connue. Page 67. Page 12. Dans le nord, il n'y a plus de fleuve. Le paragraphe se termine ainsi. Elle voit le sud se diluer dans la mer. Peut-on comprendre la mer? Elle voit le nord fixe. Il est difficile de savoir si le village est au sud ou au nord. Elle ne le sait d'ailleurs pas. Et tout s'embrouille encore plus dans le paragraphe suivant. Personne ne connaît la direction de la plaine des oiseaux. Donc elle ne reçoit aucun repère. Elle croit que son village est vers le sud, direction du fleuve, vers la mer. Les fleuves sont comparés à une chevelure portée par une tête. On verra bientôt que l'une des premières choses que perd la mendiante, ce sont ses cheveux, page 17. Le village serait alors au sud. Elle se dit « Maintenant je suis partie pour de bon, j'ai choisi le nord », page 13. Mais le texte aussitôt la contredit. Elle s'est trompée. Le texte reste donc extrêmement flou, plein d'incertitudes. Ce flou tient aux contradictions de la mendiante, mais aussi aux lacunes de ses connaissances géographiques et à l'absence totale de repères, indiquée dès le début par la description des marécages. Personne ne sait rien, il n'y a pas de signe clair, les fleuves se confondent. Le texte essaie donc de reconstituer ou de construire une subjectivité incertaine. Il est souvent en focalisation interne, donc dans la mendiante, un narrateur raconte, dit ce qu'elle perçoit. Elle croit, elle regarde, elle voit. Parfois aussi, et cela reste dans le même mode, le texte rapporte directement son discours intérieur. Elle se dit. Mais le narrateur n'est pas absent. Il décrit, nomme ses actions. Elle marche, elle s'arrête, etc. Et parfois même il se pose comme plus savant qu'elle. Elle croit, elle s'est trompée.
On verra croître dans le récit cette propension à l'erreur. Page 70, on aura « Elle se trompe en tout de plus en plus, jusqu'au moment où elle ne se trompe plus jamais, brusquement jamais plus, puisqu'elle ne cherche plus rien. » Mais il ne faut pas oublier que les actes de la mendiante sont évalués selon les critères totalement étrangers à son monde. Après la page 13, on continue à trouver des indications d'orientation. Page 14, 15, 16, où un vieillard bienveillant lui dit « À votre place, enfant, j'irai vers le sud, où Dieu passe pour meilleur. » Mais elle ne semble pas l'écouter. Elle ne cherche plus sa route. Elle est perdue. Elle continue pourtant à chercher sa mère. Page 25, pour mettre l'enfant au monde, pour la revoir. Page 26. Le désir est même si fort qu'il provoque une hallucination. Du moins le texte le laisse supposer. Mais en même temps, comme le texte désire rester dans le point de vue de la mendiante, la vision est si forte qu'elle en devient réalité. Elle voit ce qu'elle attend. Page 27. Sa mère et ses frères et sœurs. Mais au réveil, elle doute. Page 27-28. Et cette vision marque une rupture. Elle ne tourne plus autour du grand lac natal, donc le Tonlé Sap. Sa route, elle est sûre, est celle de l'abandon définitif de sa mère. Et le narrateur confirme, on ne la retrouve plus jamais aux abords du pays natal. Page 28. Quand le texte du livre réapparaît après cette interruption, c'est la naissance de l'enfant qui marque la reprise. L'enfant naît vers Oudang, page 51. La marche est alors orientée par un tout autre désir. Il faut la donner, cet enfant. Il est temps, page 53. Cherchez donc le premier poste blanc, page 53. C'est la dernière orientation compréhensible, car elle ne s'informe plus. Personne ici ne parle le cambodgien, c'est très rare, page 52. La mendiante a donc atteint un territoire doublement étranger. Elle ne peut comprendre et personne ne peut la comprendre. Impossibilité de la communication, exil radical. Là encore intervient le narrateur, page 59. La jeune fille est arrivée dans la plaine des oiseaux. Elle ne le sait pas. Il n'y a plus aucune possibilité de le faire entendre à la jeune fille, pas de langage pour cela. Elle a donc suivi, mais sans le savoir, le conseil paternel. Mais la mendiante continue à obéir à l'ordre de sa mère, se perdre, et plus largement, tout perdre. De plus, on peut dire qu'elle reproduit l'acte maternel. Sa mère l'a abandonnée, elle abandonne sa fille. Il y a dans ce pays et dans cette situation de misère comme une logique irrésistible de l'abandon. Cependant, comme nous le verrons de plus près, elle l'abandonne entre les mains d'une mère de substitution. À partir de cet abandon de l'enfant, l'itinéraire de la mendiante est résumé, synthétisé en quelques phrases, page 60, par une intervention du narrateur au futur, comme si l'acte d'abandon devenait le repère. Elle remontera un peu vers le nord, obliquera vers l'ouest. Après, en route pour 10 ans vers Calcutta, Calcutta où elle restera. Et le narrateur s'interroge. Pourquoi ce périple-là? Pourquoi? A-t-elle suivi des oiseaux plutôt qu'une route? Les anciens passages de caravanes chinoises du thé? Non. Elle a posé les pieds et elle a marché. Page 60. Le livre de Peter Morgan se répète. Un résumé analogue réapparaît, page 69 à 71. Toujours la fin, Calcutta. C'est une fin, mais pas un but. La mendiante ne sait pas qu'elle va vers Calcutta. Cette fin du voyage est aussi le point de jonction entre les deux livres. C'est une fin pour le voyage de la mendiante, tel qu'il est construit dans le livre de Peter Morgan, mais c'est aussi une origine, puisque c'est à partir d'une mendiante de Calcutta que Peter Morgan invente son personnage. Une autre question énigmatique est posée par le texte de ce récit de voyage peu ordinaire. La contradiction entre l'ignorance de la mendiante, de plus en plus grande, puisqu'elle se double d'une impossibilité de communiquer, et l'abondance des noms propres de lieux. Amusez-vous à les relever. Ils sont vraiment très nombreux, très précis et tous géographiquement vérifiables. Le Tonlé Sap, qui est un grand lac sur le Mékong au nord-ouest du Cambodge. La plaine des oiseaux, le Stong Pursat, qui est un fleuve à l'ouest du Cambodge. Les Cardamones, toujours à l'ouest du Cambodge, chaîne de montagnes. Pursat, le Siam, le Cambodge, Battambang, page 21.
puis Oudang, le Mekong, Phnom Penh, Shodok, page 53, Longxien, Sadek, Vinlong, page 53. Le Mekong encore, puis Mandalay, l'Iraoudi, Prom, Bassin, ça se trouve en Birmanie, le golfe du Bengale, Chittagong, actuel Bangladesh, et Calcutta. Foisonnement donc de noms exotiques pour nous, mais géographiques, pour dire ce périple, ce voyage impossible. Nous sommes à des milliers de kilomètres de l'Indochine ici, disait Anne-Marie Streeter, page 156. Si l'on s'en tient à la géographie, la mendiante est partie très loin vers le nord-ouest. Cette contradiction reflète la contradiction profonde du projet lui-même de l'écriture de ce livre. Comment la retrouver dans le passé, page 183 ou page 73, quoi dire à la place de ce qu'elle n'aurait pas dit, de ce qu'elle ne dira pas, de ce qu'elle ignore avoir vu, de ce qu'elle ignore avoir eu lieu, à la place de ce qui a disparu de toute mémoire. Si le voyage est impossible, le livre aussi est impossible. Nous verrons que l'adjectif « impossible » est aussi le seul que l'on trouve pour qualifier le vice-consul. Mais le procédé utilisé dans le roman de Duras, ce redoublement de deux niveaux, ce décrochement narratif dont nous parlons depuis le début, est aussi une façon de contourner l'impossibilité d'écrire sur la mendiante, en n'écrivant pas directement sur cette mendiante, en transférant l'écriture à un écrivain qui est si différent d'elle, l'auteur, Marguerite Duras, met en scène l'impossibilité et les contradictions de l'entreprise. Et elle rend douteuse toute conclusion à cause d'une autre impossibilité majeure, celle où elle met le lecteur d'attribuer quoi que ce soit à personne. Après cette exploration incomplète, bien sûr, du voyage de la mendiante dans sa dimension spatiale, nous verrons un autre aspect de ce livre, celui qui tourne autour des affaires de femmes. Féminité, grossesse, maternité, abandon. Mais cette fois, nous abandonnerons la vue d'ensemble pour étudier de plus près un passage du livre, de Peter Morgan donc, celui de l'abandon de l'enfant, page 55-57. Cette micro-analyse ne nous empêchera pas de faire beaucoup de références à d'autres passages. Tout se tient dans ce roman. Je vous invite donc à écouter cette partie du cours en suivant attentivement le texte sur le livre. Ce passage se situe donc dans la deuxième partie du livre de Peter Morgan. Il succède à 2 pages sur la naissance de l'enfant et le début de sa croissance, pages 51-52. Le lecteur remarque combien est bref le passage de cet enfant dans le livre. La grossesse, le ventre qui enfle, avait fait l'objet de plusieurs pages. Mais la naissance est dite en un seul bref paragraphe. L'enfant naît vers Oudang. Aussitôt suivi d'un paragraphe anticipant sur les abandons futurs des autres enfants. Les 4 enfants, elle les laissera toujours à la même heure. Ainsi, la mendiante est présentée comme une abandonneuse d'enfants, mais elle est aussi justifiée. Comment porter un enfant? Comment travailler avec un enfant? Et même, comment vivre avec un enfant dans cette situation? Naît alors le désir. Qu'est-ce que tu veux? Donner. La mendiante arrive donc au marché de Vinlong. Bien sûr, elle ne le sait pas. Elle ne s'aperçoit pas que déjà par ici, personne ne comprend ce qu'elle raconte. Page 54. Nous prendrons le texte à la fin du marché quand arrive la femme blanche. Page 54. Ce n'est qu'à la fin du marché. La jeune fille a reçu l'information. On dit que des enfants ont été acceptés par des blancs. Page 52. La scène est racontée dans la perspective de la mendiante. Des phrases très brèves et simples constatent des faits. Une femme blanche passe, accompagnée d'une enfant blanche. Les qualificatifs sont minimums, grosse et lourde. N'oublions pas que la mendiante est maigre comme sa mère et comme la plupart de ceux qu'elle rencontre. Par contraste, la blanche bien nourrie ne peut que paraître grosse. Sur ce thème, il existe un intéressant article de Marguerite Duras, « Des enfants maigres et jaunes ». La maigreur est associée par elle non pas seulement à la misère, mais même à l'asie. La scène est racontée en détail. La femme blanche regarde. Elle a regardé, c'est la première. Ce regard, le sourire et l'aumône donnent existence à la mendiante et lui donnent espoir aussi. Un jeu de va-et-vient s'installe. Une scène muette se joue où passe une vraie communication. La femme, parce qu'elle l'a regardée, comprend très bien ce que veut la mendiante, très déterminée. À côté de garder l'enfant, rien n'effraie. Page 57.
On peut remarquer que la dame est une mère accompagnée de sa fille. Quand elle refuse et chasse, se renouvelle donc l'abandon de la mendiante par sa mère, autre cause de sa détermination. Il s'agit aussi pour elle symboliquement et très instinctivement de compenser l'abandon originel, de le réparer et de le changer. Si l'on observe l'écriture du texte, on voit des phrases non seulement simples et brèves, mais reprenant toujours les mêmes mots. La femme ou la dame, 20 fois, la jeune fille, qui désigne la mendiante, 15 fois, l'enfant, 5 fois. Mais le terme enfant est repris aussi comme l'enfant blanche, l'enfant de la dame. Puis, dans la pensée de la dame, son propre enfant. L'usage du même terme, enfant, établit une équivalence entre l'enfant de la mendiante et l'enfant de la dame, qui sont d'ailleurs 2 filles. Cette équivalence est essentielle pour le succès de l'opération. Une transformation s'opère au cours de la scène. C'est d'abord la jeune fille qui sollicite et supplie, la mendiante donc. Puis le relais est pris par la petite fille blanche. Il y a dans les yeux de la petite fille blanche une résolution qui grandit à chaque pas. Et enfin, la jeune fille voit qu'il faudrait frapper la petite fille blanche pour la séparer d'elle. Là aussi s'opère une substitution. La petite fille blanche a pitié, bien sûr, mais on voit qu'aucun mot de sentiment n'est écrit. Mais aussi, elle se projette dans l'enfant de la mendiante et s'identifie à elle. Sa mère l'abandonnerait d'une certaine façon en refusant l'enfant. C'est aussi ce qui fait céder la mère. Tout ceci, bien sûr, se joue entre les mots, qui, eux, ne font que rapporter sèchement la scène. Rien n'est expliqué, il n'y a aucun commentaire. Mais la scène entre en relation avec d'autres scènes du roman. Celle de la mère de la mendiante chassant sa fille, une trique à la main parce qu'elle est enceinte et qu'il n'est pas possible de nourrir une bouche de plus. Scène qui se répète dans la mémoire, pas encore abolie, de la jeune fille. Traumatisme fondamental et originaire de sa misère. Avant l'abandon, il y avait le riz chaud. C'est aussi du riz chaud que l'on donne à la jeune fille, page 60, devant la villa des Blancs. C'est donc répétition de la scène de l'abandon, page 10, dans le rêve, page 14, 18, 20, 25, 26, 27, 65, 67. Très forte obsession de cette répétition. Après le don de l'enfant, la scène disparaît de la mémoire de la mendiante, comme si en effet elle avait d'une certaine façon été réparée. La scène de la vente d'un enfant se rattache aussi à un souvenir d'enfance d'Anne-Marie Streeter, page 72. Mais le lecteur ne l'apprendra que plus tard. Le mot « vente » de l'enfant qui est employé dans le texte paraît très scandaleux. Le récit de la scène atténue beaucoup ce scandale. La mendiante ne vend pas son enfant, elle la donne. Et il est bien dit qu'elle la donnerait à n'importe quel prix. Et elle la donne à une mère de substitution. Voir les scènes suivantes de la page 61 à la page 63, où la dame blanche soigne, baigne et caresse l'enfant. En assistant à ce spectacle, de loin, dans le jardin, la jeune fille rit silencieusement. Et d'ailleurs, elle refuse d'abord la piastre. Mais comme la dame ne veut pas la reprendre, page 55, elle la garde finalement. Mais l'acte de la mendiante est présenté comme un acte de nécessité. Non seulement comme un acte de nécessité, mais comme un véritable acte d'amour. Monstrueux et adorable, écrira ailleurs Marguerite Duras. Il est aussi possible de mettre en cette scène, donc la scène de la vente entre guillemets de l'enfant, en relation avec beaucoup d'autres dans l'œuvre de Marguerite Duras. La mendiante et cette scène de vente de l'enfant apparaissaient déjà dans l'un des tout premiers romans de Marguerite Duras, Un barrage contre le Pacifique. À l'occasion de diverses interviews, et aussi dans son roman autobiographique, L'amant, publié beaucoup plus tard, en 1984, Marguerite Duras déclare que cette scène est un souvenir personnel, qu'elle y a assisté elle-même et que la Dame Blanche était sa propre mère.
Marguerite Duras déclare donc que cette scène est un souvenir personnel, qu'elle y a assisté et que la Dame Blanche était sa propre mère. Dans le roman, ce serait plutôt la mère de Anne-Marie Streeter et Anne-Marie Streeter elle-même qui aurait assisté à cette scène, peut-être. Peu importe, d'une certaine façon, mais tous ces recoupements accordent à cette scène une résonance extraordinaire. Elle peut être lue de façon sociologique, comme une mise en scène très bouleversante de la misère de cette partie du monde, qu'on appelle aussi parfois le quart-monde, misère telle que les enfants naissent et que, en fait, il n'est pas possible de les élever. Et quand Marguerite Duras rapporte cette scène dans Un barrage contre le Pacifique, donc la première fois, elle l'a fait succéder à toute une scène sur la mort des enfants enterrés dans la plaine. Mais en même temps qu'elle peut être lue donc de façon sociologique, elle peut l'être aussi comme une vision de la condition féminine. Échange, équivalence, abandon vécu, inévitable, puisqu'il faut bien quitter sa mère, et pourtant terrible. Certaines phrases, pages 59 et 61 par exemple, donnent à cette scène une dimension vaguement religieuse et, en tout cas, métaphysique. Je lis ces phrases. « Aucune crainte à avoir. L'enfant blanche de la dame veut, Dieu veut, donner et prise. » C'est une phrase qu'il faudrait regarder de très près. Et également, page 61, ils sont 3 maintenant à vouloir la garder, l'enfant de la mendiante, Dieu est de tous les côtés. Après avoir envisagé donc le livre de Peter Morgan, l'histoire de la mendiante, sous son aspect de déplacement dans l'espace, d'inversion de la quête, voire d'annulation de cette quête, nous avons étudié de plus près une courte scène, celle de l'abandon de l'enfant. Au prochain cours, nous passerons au premier niveau narratif, donc au roman proprement dit de Marguerite Duras, en analysant le début du roman du point de vue de l'espace également, et aussi du point de vue du premier contact avec les personnages, et en particulier avec l'énigmatique personnage du vice-consul.